Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Al24 News et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Échiquier International. L'actualité se précipite et évolue à une vitesse telle que très peu de place est possible pour prendre du recul. Et du recul, il en faut pour tenter de déchiffrer et de comprendre ce qui se joue autour de nous. Kim Jong-un en Russie, précisément à l'est du pays où il a visité une usine d'aéronautique. L'Amérique de son côté, Washington de son côté proteste, mais s'autorise des rapprochements avec la Corée du Sud concernant une éventuelle coopération sur le plan militaire, le tout sur fond de crise ukrainienne ou plutôt en raison de la guerre en Ukraine. Les contours d'un bras de fer en distance ou à distance se précisent et les signes d'une nouvelle guerre froide prennent forme. Avons-nous franchi une nouvelle étape dans le conflit en Ukraine et vers où se dirige le monde? Le débat est lancé. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Karine Béché-Golovko, avec nous depuis Paris, juriste et professeure à l'Université de Moscou. Karine, bonsoir, merci d'être avec nous. Et bien sûr, Gamal Abina, analyste des questions internationales, qui est avec nous en direct de Paris par Skype. Gamal, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, Karine, Pyongyang et Moscou scellent leur partenariat, faisant très peu cas des critiques. Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle étape dans le bras de fer entre Washington et Moscou? Bonsoir. Il est vrai que le temps joue contre Washington. Parce que si les États-Unis avaient besoin de convaincre les pays qui pouvaient être a priori du côté de la Russie, mais qui hésitait encore à se positionner clairement, il aurait fallu pour cela des avancées claires, rapides et fulgurantes. Or, il n'y en a pas, en tout cas sur le plan militaire. Donc, petit à petit, le temps commence à jouer pour la Russie parce que l'image de cet axe atlantiste infaillible est en train de tomber. Et l'on voit effectivement des accords se mettre en place. En l'occurrence, on a eu sur le plan plus économique les différents forums, notamment le forum oriental. Il y a eu les BRICS et l'on voit donc qu'il existe parallèlement à ces accords économiques petit à petit une alliance militaire aussi qui commence à se mettre en place. Et en ce sens, la visite du président nord-coréen en Russie était extrêmement symbolique, surtout que n'oublions pas que ça fait des mois qu'on entend dans les médias occidentaux qu'il serait malade, certains disaient même qu'il allait presque mourir, que ça faisait longtemps qu'on ne le voyait pas et il est en pleine forme. Donc on voit effectivement qu'il y a d'un côté une propagande occidentale qui a quand même du mal maintenant à coller à une réalité qui la dépasse. Et très concrètement, des alliances sont en train de se mettre en place. Donc, si la Russie n'était pas isolée déjà jusqu'à présent sur le plan économique, si la Russie avait des soutiens au niveau politique, comme on l'a vu avec des déclarations notamment et des votes au sein des Nations Unies notamment, l'on voit maintenant que sur le plan militaire aussi, les choses sont en train de bouger et l'on peut arriver effectivement dans une nouvelle configuration du conflit. Oui, très bien. Alors, Gamal, de plus en plus, l'exhibition de l'armement est mise en valeur. Est-ce c'est le nouveau langage, entre les deux blocs par relais interposés entre Washington et Moscou qui joue aujourd'hui sur le terrain des deux Corées? Je ne sais pas si c'est un nouveau langage. Par contre, si on voulait un retour des guerres froides, comme l'avait évoqué, c'est clairement un retour de la guerre froide. L'objectif affiché des États-Unis, c'était d'avoir un ennemi solide en face d'eux. Ils ont essayé le péril vert avec les musulmans, ça n'a pas marché. Ils ont essayé les républiques arabes laïques, ça n'a pas marché, avec la Libye et la Syrie, parce que c'était pas assez solide. Et puis ils reviennent sur leurs fondamentaux, à savoir le bloc de l'Est, la Chine, la Russie et les pays limitrophes. Et aujourd'hui, le rapprochement entre la Corée du Nord, qui n'était pas acquis d'ailleurs au départ, et la Russie, est un rapprochement qui est quasiment presque voulu par les États-Unis, qui considèrent que la Corée du Nord est un pays qui pose problème dans le monde, alors que je le rappelle tout de même, c'est important, entre les guerres de 50 et 53, qui était une
guerre abominable où on a eu des millions de morts en Corée tout de même, dont 1 million de Chinois qui ont été tués par les armes bactériologiques, eh bien, la Corée du Nord est un pays qui n'a jamais agressé personne. C'est un pays qui est sous embargo depuis plus de 70 ans maintenant. C'est un pays qui subit systématiquement des agressions américaines parce que le sud de la Corée est occupé par les États-Unis avec la ligne de démarcation. C'est un pays pour lequel, à part l'ère Trump qui essaie de se rapprocher, les États-Unis ont toujours été d'accord, quel que soit le candidat, pour l'isoler du monde. C'est un pays qui a connu des moments très difficiles sur le plan économique puisque l'armement a été une priorité, donc ils ont mis un petit peu le reste de l'économie de côté. Et c'est un pays qui s'est rapproché des Russes de façon inattendue. C'était plutôt des proches de la Chine. C'est un peu le petit protégé de la Chine aujourd'hui, qui se rapproche de la Russie. Donc vraiment, on a reconstitué un bloc de l'Est encore plus fort que ça l'était du temps de la guerre froide, puisque les Chinois et les Russes sont d'accord aujourd'hui. Et puis surtout, les Coréens sont d'accord avec les Chinois et les Russes, qui n'étaient pas acquis là-dessus. Donc c'est vrai que cette course à l'armement dont on parle est une course qui n'a jamais fini. En vérité, il y a eu plusieurs accords contre le nucléaire, par exemple sur le 1, 2, tout un tas d'accords antimissiles, mais ça n'a jamais été vraiment respecté par les deux parties. Le recours à l'arme nucléaire, évidemment, est exclu, mais le fait de bomber le torse et de montrer qu'on est capable de produire des armes conventionnelles en quantité considérable de haute technologie pose problème aux États-Unis. Et aujourd'hui, effectivement, ce retour de guerre froide, je le répète, voulu par les États-Unis, ils ont tout fait pour que ça arrive, eh bien, la conséquence, c'est un rapprochement inattendu entre la Corée du Nord et la Russie. Karine Béché-Golovko, alors les deux Corées, de manière assez surprenante, reviennent au devant de la scène, rappelant, comme je le disais tout à l'heure, sournoisement les faits de la guerre froide. Est-ce qu'aujourd'hui, Washington et Moscou se font, si vous voulez, la guerre, justement, par les deux Corées? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que ce rapprochement avec la Corée du Nord, entre Moscou et la Corée du Nord, n'est pas du tout du goût de Washington. Et Washington, de son côté, quand même, essaye d'avoir des rapports assez étroits, même sur le plan de la coopération militaire, avec la Corée du Sud. En effet, ça fait quand même un certain temps, on va dire, que les États-Unis titillent la Russie sur des terrains tiers, parce qu'une confrontation directe serait un acte extrêmement dangereux pour la sécurité mondiale. Donc, n'oublions pas aussi que le conflit en Ukraine en lui-même est déjà un conflit secondaire par rapport à ce conflit primaire entre les États-Unis et la Russie, qui est un conflit civilisationnel entre un monde globaliste et un monde d'États souverains qui se respectent. Donc, l'on voit effectivement la résurgence de la question coréenne et l'on voit aussi, je dirais presque, la résurgence et la répartition des forces qui finalement nous oblige à nous demander est-ce que cette guerre froide a réellement fini à un moment donné, ou est-ce qu'elle n'a pas été simplement suspendue parce que pendant un certain nombre d'années, la Russie s'est trouvée elle aussi idéologiquement occupée par la globalisation et qu'aujourd'hui, dans la mesure où elle en ressort, dans ce cas-là, tous les clivages qui ont été gelés en quelque sorte lors de cette euphorie globaliste des années 90 et suivantes reviennent à leur état naturel et ce sont des conflits secondaires qui sont toujours prêts parce qu'ils n'ont pas été réglés. Donc, tant que ce conflit primaire entre ces deux visions du monde ne sera pas réglé, c'est-à-dire tant que réellement l'un des deux blocs ne va pas tomber, il va effectivement soit se créer de nouveaux conflits secondaires, soit on va voir revenir sur le devant de la scène ce qui a déjà existé, puisqu'en fait, c'est une sorte de prolongation. Justement, à ce propos, au début du conflit en Ukraine, il y avait quand même un rapport assez direct entre donc les États-Unis et Moscou, ou même dans les réponses et des réactions, c'était plus direct. Aujourd'hui, on assiste quand même, si vous voulez, à des éléments qui sont en train de rentrer en jeu, qui sont en train de élargir le ring, si je puis m'exprimer ainsi. D'ailleurs, la visite du leader ou du chef, donc de Pyongyang, Kim Jong-un, n'a pas été très appréciée du côté américain, Gamal Abina, mais de son côté, les États-Unis quand même ont visité cette usine sud-coréenne. D'ailleurs, on dit, et je reprends le propos, qu'à terme, elle pourrait jouer un rôle très déterminant en Ukraine. De quelle manière, Gamal Abina ? Alors, il y a deux choses. La première, le régime dynastique de Corée du Nord, c'est ces trois dirigeants connus, et d'ailleurs reconnus,
Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Donc c'est père, fils et petit-fils. C'est un régime qui est assiégé, qui a toujours été considéré comme le dernier régime stalinien et qui, idéologiquement parlant, même s'il agresse personne, est considéré comme un régime à abattre. On a vu qu'avec la chute du mur de Berlin, les États-Unis ont poussé leur avantage, ont tombé toutes les républiques qui étaient soit socialistes ou communistes, jusqu'à la Yougoslavie qui a été démembrée. Et donc l'objectif américain, c'est de créer une ligne de tension, une ligne de fracture permanente pour en finir avec cet ennemi qui, je le rappelle tout de même, en 1953, les a mis en échec. Une guerre qui était voulue par les États-Unis avec le mandat de l'ONU, évidemment. On a toujours la majorité à l'ONU à l'époque. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les États-Unis se trouvent en difficulté parce qu'ils pensaient pas du tout que la Corée supporterait ces embargos qui ont mis très en difficulté. Cette capacité nucléaire revendiquée par les Coréens du Nord, ils ne l'ont pas pris de sérieux au départ, ils ont fini par voir que c'était réel. Et surtout les capacités balistiques, à savoir les porteuses de missiles nucléaires, qui vont de 600 à 2000 km. Donc les Coréens du Nord ont la capacité de toucher la plupart des alliés américains dans la région. Je parle donc de l'Asie. Et il est vrai que les États-Unis mettent le paquet entre guillemets sur la Corée du Sud, qui a de la haute technologie, qui produit beaucoup d'armements qu'ils envoient à destination de l'Ukraine, donc ils sont en partie dans l'alimentation de la guerre co-belligérante, mais surtout ça arrange les États-Unis de recréer une ligne de fracture pour évidemment continuer à se positionner, à légitimer leur présence militaire, parce que je rappelle qu'ils occupent toujours la Corée du Sud, au nord du 38e parallèle. Ils occupent toujours le Japon. Il y a presque 30 000 soldats américains qui occupent toujours Okinawa. Ils occupent toujours la plupart des îles et des petites îles de la région jusqu'à la Malaisie, Indonésie et autres. Donc il y a beaucoup de bases militaires dans toute la région qui entourent littéralement la Chine, la Russie et pour partie l'Inde. Et ce qui est certain, c'est que le fait de voir un rapprochement des Russes et des Coréens avec une alliance chinoise et d'autres pays périphériques qui sont plutôt favorables à cette idée d'un monde multipolaire pose problème aux Américains qui, je le rappelle aussi, c'est important de le rappeler, pendant 30 ans, sont intervenus partout dans la région, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, pour faire des centaines de millions de morts, des dizaines de millions de morts, excusez-moi. Donc on est vraiment sur, d'un côté l'Amérique triomphale, la Pax Americana qui a fait des guerres partout, et de l'autre côté une Russie humiliée qui était en sommeil et une Chine qui attendait lentement mais sûrement un développement pour avoir une taille critique économique et militaire pour pouvoir enfin sortir du bois. Aujourd'hui, le monde a changé depuis cette fameuse guerre de l'année dernière, et surtout on se rend compte que les États-Unis en difficulté ont poussé leur avantage pour faire en sorte que leurs alliés traditionnels soient toujours sur la ligne. Je parle de l'Europe évidemment et des pays occupés d'Asie. Oui, très bien. Vous avez un petit peu anticipé sur ma question. C'est vrai qu'avec Karine Bécher, c'est vrai que les États-Unis, dès le départ, ils avaient comme allié l'Europe. Donc aujourd'hui, après quand même plusieurs mois de guerre en Ukraine, les États-Unis se tournent vers la Corée du Sud, qui est connue donc par cette usine, qui a augmenté sa production d'armes, alors que nous savons très bien que les États-Unis connaissent quand même des problèmes d'approvisionnement. Le fait de parler de rôle que pourrait jouer cette usine dans la production d'armes ou en Ukraine, est-ce que cela veut dire que quelque part, les États-Unis sont en train de passer à un autre niveau, à une autre étape, qu'un pas est franchi carrément dans la guerre en Ukraine, ou est-ce que ça cache autre chose? Pour l'instant, il semblerait en tout cas qu'ils élargissent la zone géographique d'action. Parce que lorsque notre collègue parlait de l'occupation par les États-Unis de la Corée du Sud, du Japon, soyons honnêtes, il y a un peu plus de 100 000 soldats américains en Europe. On peut dire aussi que les États-Unis occupent l'Europe. Donc, l'on voit simplement que petit à petit, les États-Unis sont en train de mettre en branle et d'utiliser toutes les ressources qu'ils ont capitalisé depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire toutes ces zones dans lesquelles ils se sont implantés, soit au départ économiquement, ensuite et parallèlement militairement, et dont ils ne sont pas toujours partis d'ailleurs, et en tout cas qu'ils occupent aujourd'hui également idéologiquement. Et toutes ces ressources sont aujourd'hui mises en œuvre justement parce que, en tout cas à ce stade, une confrontation directe entre les pays de l'OTAN et la Russie et ses alliés n'est pas envisageable. Les populations européennes et occidentales en général ne l'accepteraient pas. En revanche, il est tout à fait possible d'utiliser les ressources militaires dans d'autres zones occupées par les États-Unis, notamment la Corée du Sud, puisque comme nous le savons, en tout cas nous le savons par la presse notamment française, qui ne cesse d'en parler, il y a de sérieuses difficultés de production d'armement
dans les pays européens, puisque ce sont des pays qui pendant des années ont été désindustrialisés, notamment en matière d'armement. Donc il faut aujourd'hui ajouter de nouvelles ressources. Le message a été très clair de toute façon ces derniers temps par les porte-paroles américains qui sont succédés sur les ondes. Cette guerre doit notamment se gagner sur le champ de bataille. Pour gagner une guerre sur le champ de bataille, il faut des armes. Or, pour l'instant, l'on voit qu'il y a quand même une utilisation assez, on va dire, contenue des armes. Regardez combien de chars ont été mis en jeu lors de la Seconde Guerre mondiale, combien de missiles, comparé maintenant les batailles, elles sont beaucoup plus longues, elles sont beaucoup plus économes, parce qu'il y a objectivement un problème de production d'armement. Donc les États-Unis essaient de dépasser ce problème, notamment par l'utilisation de ressources sur d'autres territoires. Oui, effectivement, on a quand même remarqué depuis quelque temps qu'il y a carrément des démonstrations de force assez manifestes, que ce soit du côté russe ou du côté américain. Alors, la Russie scelle des pactes ou une coopération militaire avec Pyongyang, qui est connue pour être une puissance nucléaire. De son côté, les États-Unis s'appuient également sur le plan de l'armement sur la Corée du Sud. D'ailleurs, à ce propos, en plus du fait qu'on destine cette usine à jouer un rôle dans la guerre en Ukraine prochainement, peut-être, qui pourrait, parce qu'on le laisse au conditionnel, il y a des chars, des canons et des dents de dragon pour justement défendre à tout prix, je cite, l'île frontalière. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des insinuations concernant l'île de Taïwan? Gamal Abina, pardon. Oui, en sous-jacent, on se rend bien compte que Taïwan est un des éléments, mais je sais que les États-Unis, que ce soit d'ailleurs Trump ou aujourd'hui Biden, ont une obsession sur Taïwan. C'est parce qu'ils sont en guerre économique et voudraient que la Chine s'engage sur un conflit direct avec son territoire perdu, puisque rappelons tout de même que Taïwan est chinoise. Hein. On a tendance à l'oublier. Hein. C'est pas parce que Chiang Kai-shek l'a prise que Taïwan n'est pas la Chine. Donc la Chine continentale, on l'encouragerait à faire la guerre, elle ne le fait pas. Elle veut récupérer Taïwan de façon très pragmatique, en prenant son temps, comme elle l'a fait avec Hong Kong. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la volonté de vouloir créer des zones de tension comme celle-là, voire des guerres ouvertes, est une volonté à peine voilée des États-Unis. Ils ne font pas semblant. Alors, ils poussent effectivement ces pays de la région à se surarmer. C'est un peu le cas, puisque les Américains vendent beaucoup d'armements là-bas. La technologie, paradoxalement, la haute technologie, donc tout ce qui est semi-conducteurs, électroniques et autres, vient de cette région, elle vient de Taïwan, elle vient de la Corée du Sud. Donc l'Amérique est complètement dépendante de ces technologies pour pouvoir guider ses missiles et ses avions. Et de l'autre côté, elle garantit l'approvisionnement de ces produits transformés, donc de cette valeur ajoutée que l'Amérique produit. Ils ont toujours leurs usines aux États-Unis pour alimenter la région en avions de combat, en missiles et en autres drones. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis poussent effectivement au conflit? Oui, c'est évident. Est-ce que la volonté américaine affichée est d'apporter la paix ou la guerre? Ça, on est moins sûr. Excusez-moi, parce que je suis surexposé là. Oui, Karine, Gamal, vous souhaitez peut-être poursuivre votre idée? Oui, pour conclure mon propos, simplement, c'est que les États-Unis ne sont pas là pour la paix. Ils sont là pour faire du business, pour vendre des armes, pour garantir l'idéologie américaine qui est dominante et faire en sorte effectivement que ces pays satellites, puisqu'ils sont satellisés depuis la Seconde Guerre mondiale, continuent à répondre aux desiderata américains. Justement, Karine, tout à l'heure, quand je parlais d'élargir un petit peu le ring, il y a des partenaires de part et d'autre qui rentrent justement sur la scène ou en jeu. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, c'est réellement un véritable bras de force qui se joue aujourd'hui? À force de faire des démonstrations de force, on finit quelque part par éviter cette guerre. On dit bien qu'en préparant la guerre, on évite la guerre. Est-ce le cas aujourd'hui? Karine? C'est difficile à dire. Il me semble que justement, malheureusement, je préférerais pas, mais il me semble que l'on peut se souvenir de ce principe du théâtre à partir du moment où un pistolet ou un fusil apparaît sur scène. À un moment donné, il doit tirer au moins au troisième acte. Donc, j'ai peur que justement ces démonstrations de force sont aussi une préparation à la guerre, non seulement dans le sens direct, mais je dirais presque plus une préparation psychologique et politique, parce que les populations aujourd'hui ne sont plus les populations du début du XXe siècle ou des siècles antérieurs.
en tout cas en Occident. Ce sont des populations complètement ramollies, ce sont des populations complètement émasculées et il est extrêmement difficile de rentrer dans un conflit direct sans réellement préparer et reprendre en main. Et cela concerne non seulement les populations, mais cela concerne également les élites dirigeantes locales, c'est-à-dire nationales, qui ont besoin presque de se rassurer et de se préparer elles-mêmes. Donc, il y a cet aspect psychologique, à mon avis, qui ne doit pas être nié. Il y a aussi une escalade réelle parce que l'on voit des armes de plus en plus puissantes qui sont mises en jeu sur le terrain. L'on voit des missiles qui tirent, qui peuvent tirer de plus en plus loin. L'on voit l'utilisation de plus en plus de drones sur le champ de bataille. C'est une guerre qui est étrange parce qu'elle se joue presque à ciel ouvert. Avec les technologies, il est extrêmement difficile de lancer des grosses manœuvres sans être découvert par l'ennemi, où il faudrait mettre en œuvre tellement de manœuvres pour noyer l'ennemi, mais pour l'instant aucune des parties ne s'y résout. Donc il y a une escalade du conflit qui malheureusement, à mon avis, prédit réellement ce conflit et cette confrontation. L'on peut dire qu'à mon avis, le seul moment où il pourrait y avoir une certaine pause, je ne dirais pas une fin du conflit, mais réellement une pause, c'est si jamais la Russie commence à avancer, c'est-à-dire si la Russie sort de cette position défensive totale et réellement passe en posture offensive. Dans ce cas-là, elle mettra en danger l'armée atlantico-ukrainienne. Et là, n'ayez aucun doute, immédiatement, tout le monde va commencer réellement à parler négociations. Mais n'oublions pas que ces négociations ne seront que ce que furent les accords de Minsk à l'époque, c'est-à-dire une pause qui doit permettre à l'Ukraine de refaire ses forces, notamment en hommes, puisque si l'on parle d'une conscription à partir de l'âge de 16 ans, c'est qu'il y a sérieusement de problèmes au niveau des ressources humaines sur place et qui doit permettre également aux sponsors, c'est-à-dire aux pays de l'OTAN, à la fois de reconstituer les stocks d'armes et de remettre en place des ressources, notamment économiques, pour soutenir. Donc c'est un combat qui de toute manière doit se gagner sur le champ de bataille, même s'il ne peut pas se gagner que sur le champ de bataille. Oui, effectivement, c'est un scénario qui est très, très envisageable. Pour terminer, Gamel Abina, cette guerre n'est pas seulement la guerre des démonstrations de ce qui est l'armement, militairement parlant, mais c'est également une guerre des renseignements, parce que de toute façon, les deux pays, Washington, les États-Unis et la Russie, il y a eu quand même un renvoi de 2 diplomates qui a été très très mal apprécié par les États-Unis, qui donc Washington a affirmé qu'ils allaient riposter à cette expulsion, je cite, injustifiée, et que entre autres il y a ce matin des sanctions encore supplémentaires contre la Russie. Alors toute cette pression, toute cette guerre des nerfs fait partie également de cette guerre en Ukraine? Tout à fait. Bon, les sanctions, les 11e, 12e phase de sanctions, il y a des sanctions en cascade de l'Europe et des États-Unis qui sont assez ridicules aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que les Russes n'ont jamais vendu autant de gaz en Europe, liquéfié, je veux dire, le GNL, qu'aujourd'hui aussi. Donc, c'est guerre de pression, hein, c'est des pressions psychologiques, diplomatiques, avec l'histoire des diplomates, donc juste de bonne guerre, j'ai envie de dire. Il y a un conflit direct ouvert, les États-Unis soutiennent une nation qui s'en perd des vitesses. On estime que les Ukrainiens auraient perdu, on estime, je le dis encore une fois, 400 000 hommes. La conscription à 16 ans, c'est dit par votre interlocutrice, effectivement, la conscription à 16 ans, c'est le témoignage d'une catastrophe sur le terrain. Ils n'ont pas assez d'hommes pour se battre. La problématique, c'est plus tellement les armements, même s'ils n'ont pas l'aviation, c'est la question des hommes. Il faut des équipes qui soient capables de manœuvrer du matériel militaire de haute technologie, ils ne les ont pas. Et ces équipes, elles ne sont même pas constituées, puisque à chaque vague d'assaut depuis le 6 juin, c'est le symbole, eh bien, ça a été quasiment un massacre de masse comme jamais. 1000 hommes par jour qui étaient tués, c'est pas rien. Donc, ce bain de sang inutile continue, malheureusement. Les moyens matériels seront peut-être au rendez-vous, mais je ne crois pas que les moyens humains y sont encore. Une dernière chose importante, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la Corée du Nord et de la Russie. Le deal est simple, hein. Les Coréens vont donner des armes, tout ce qui concerne tout ce qui est roquettes et autres
obusiers pour pouvoir garantir que la Russie puisse continuer à utiliser massivement son artillerie. Et le côté des Russes vont les fournir en blé, puisque les Nord-Coréens avaient des difficultés en matière de production agricole, ça va être compensé par les Russes. Donc tout ça pour dire qu'effectivement aujourd'hui les guerres qu'on voit, qu'on observe, le changement radical dans la guerre, c'est pas tellement le fait d'envoyer les hommes comme ça au casse-pipe comme à la Première Guerre mondiale. Le changement radical, c'est l'information et c'est surtout la collecte de l'information par les drones. Les guerres par drone, par des engins non Oui, habités. absolument. Voilà, c'est ça qui va changer, c'est ça qui fait peur d'ailleurs, parce qu'on voit bien que les avions, le renseignement, les bateaux, les sous-marins, tout ça, ce sont des équipements de drones, et ça va être de plus en plus massif. La massification des drones va garantir effectivement un avantage de l'un sur l'autre, et en même temps, garantira encore plus de morts à l'intérieur, lorsqu'on parle des frappes en profondeur, Merci. à l'intérieur des territoires. Donc, c'est des guerres nouvelles. Merci beaucoup, Gamal Abina. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Paris en direct par Skype. Vous êtes analyste des questions internationales. Merci également à Karine Béché-Golovko, juriste et professeure à l'Université de Moscou d'avoir été avec nous. Merci également à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera demain pour de nouveaux numéros de l'Échiquier international. Au revoir.